Le manoir Delvaux n'avait plus de fenêtres, seulement des orbites noires qui fixaient le brouillard de la Creuse comme des yeux crevés. En cette fin d'après-midi de novembre 1905, le notaire Armand Leclerc sentit ses doigts se glacer autour de la clé rouillée qu'on venait de lui remettre. Quelque chose dans l'air sentait la terre retournée et le fer ancien. Quelque chose qui n'aurait jamais dû être déterré. Avant de continuer, dites-moi, de quelle ville vous m'écoutez? J'adore savoir où vous êtes et quelle est la température dans votre ville. Armand n'était pas homme à croire aux superstitions. À 42 ans, il avait vu passer assez de testaments, de successions disputées et de secrets de famille pour ne plus s'émouvoir des légendes villageoises. Pourtant, lorsque le maire de Freslin lui avait tendu cette clé dans son bureau poussiéreux, quelque chose dans le regard de l'homme l'avait dérangé. Une hésitation, une peur presque enfantine. « Vous êtes certain de vouloir y aller seul, maître Leclerc ?» La question résonnait encore dans sa tête, tandis qu'il remontait le chemin de terre battu vers le hameau de Pierrefonds. Les arbres nus griffaient le ciel d'ardoise. Le vent portait une odeur de fumée lointaine et de feuilles mortes. Ses bottines s'enfonçaient dans la boue épaisse, laissant derrière lui des empreintes qui se remplissaient lentement d'eau brunâtre. Le manoir se dressait au bout d'une allée de tilleuls décharnés, leurs branches tordues comme des bras suppliant le ciel. La bâtisse avait dû être magnifique autrefois, pierre de taille blonde, tourelle d'angle, toit d'ardoise pentu typique de la région. Mais près d'un siècle d'abandon l'avait transformée en carcasse. Le lierre avait envahi les murs, s'infiltrant entre les pierres disjointes. Les volets pendèrent de travers, et partout, ce silence. Un silence si épais qu'Armand entendait battre son propre cœur. Il s'arrêta devant le portail de fer forgé, à moitié dégondé. Une plaque de cuivre verdâtre portait encore le nom Delvaux. 4 lettres qui, à Freslin, suffisaient à faire baisser les yeux et changer de trottoir. Armand sortit de sa sacoche les documents que lui avait confiés l'étude Béraud à Guéret. La succession de la famille Delvaux avait été bloquée depuis 1819, 86 ans. 86 ans pendant lesquels personne n'avait osé revendiquer la propriété, personne n'avait franchi cette porte. Le dernier descendant direct, un certain Édouard Delvaux, venait de mourir à Paris sans héritier. L'État réclamait maintenant son inventaire. La tâche revenait à Armand. Il poussa le portail qui gémit sur ses gonds rouillés. Le son déchira le silence comme un cri d'animal blessé. Des corbeaux s'envolèrent d'un chêne mort, leur croassement résonnant dans la brume. Armand sentit sa nuque se hérisser. « Stupide !» marmonna-t-il. Mais il serra plus fort la poignée de sa sacoche. L'allée jusqu'au perron était envahie de mauvaises herbes hautes, de ronces et de chardons. À chaque pas, des craquements secs résonnaient sous ses semelles. Des brindilles mortes. Peut-être autre chose. Il préféra ne pas regarder. La façade du manoir le dominait maintenant de toute sa hauteur. Les pierres étaient noircies par endroits, comme brûlées de l'intérieur. Certaines fenêtres avaient été murées avec des briques de fortune. D'autres béaient sur des ténèbres compactes. Au-dessus de la porte principale, un fronton triangulaire portait une devise latine presque effacée. Quod semel occultatum, semper occultatum. Ce qui fut caché une fois, reste caché pour toujours. Armand frissonna. Le froid de novembre s'insinuait sous son col, ou peut-être était-ce autre chose. Il monta les 3 marches du perron. La pierre était fendue, couverte de mousse glissante. La porte, massive, en chêne sombre clouté de fer, semblait intacte, comme si elle avait attendu, comme si elle savait qu'un jour quelqu'un reviendrait. La clé pesait lourd dans sa paume. Elle était étrangement chaude. Il l'introduisit dans la serrure. Le mécanisme résista, grinqua, puis céda avec un claquement sourd qui résonna à l'intérieur de la maison comme un battement de cœur. Armand poussa la porte. Une odeur le frappa immédiatement. Pas seulement le moisi et la poussière, quelque chose de plus ancien, de plus profond. Une odeur de cire froide, de papier jauni, de tissu pourri, et en dessous, presque imperceptible, une note métallique, comme du sang séché depuis très longtemps. L'entrée était plongée dans la pénombre. La lumière grise du dehors peinait à franchir le seuil, comme retenue par une main invisible. Armand sortit sa lampe à pétrole et l'alluma. La flamme vacilla, projeta des ombres tremblantes sur les murs. Le hall était vaste. Un escalier monumental en bois sculpté s'élevait vers les étages, ses marches recouvertes d'un tapis rouge mangé par le temps. Les murs étaient tendus de damas déchirés,
où l'on devinait encore des motifs floraux. Des portraits pendaient de travers dans des cadres dorés ternis, des visages sévères, aux yeux noirs qui semblaient suivre chaque mouvement. Armand s'approcha du premier portrait. Une femme d'une trentaine d'années, vêtue à la mode du début du siècle précédent. Belle mais d'une beauté froide, ses yeux avaient quelque chose d'étrange, comme si le peintre avait essayé d'y capturer autre chose que de la vie. Sous le cadre, une plaque de cuivre, Marguerite Delvaux, née de l'Astérie, 1784-1819. L'année de la disparition. Armand promena sa lanterne le long du hall. Des portes fermées, un guéridon renversé, un vase brisé dont les éclats jonchaient encore le sol, comme si quelque chose avait été interrompu brutalement, comme si les habitants avaient fui. Mais ils n'avaient pas fui. Ils le savaient. Tout le monde le savait, même si personne n'en parlait. Un courant d'air glacé traversa le hall, faisant danser la flamme de sa lanterne. Armand se retourna vivement. La porte était restée ouverte derrière lui. Les tilleuls se balançaient dans le vent. Le brouillard montait, nappant le jardin d'une brume cotonneuse. Il referma la porte. Le claquement résonna comme un couvercle de cercueil. Silence. Armand inspira profondément. Il était ici pour faire son travail, inventorier les biens, établir un rapport, rien de plus. Demain, il reviendrait avec 2 hommes de Guéret pour déblayer, cataloguer, expertiser. Mais pour ce soir, il devait au moins faire le tour du rez-de-chaussée, vérifier que la structure était saine, qu'il n'y avait pas de danger immédiat. Il s'avança vers la première porte à droite. La poignée était froide sous sa main. Elle tourna sans résistance. La porte s'ouvrit sur un salon immense, des fauteuils recouverts de housses grises, une cheminée monumentale où des bûches, à moitié consumées, reposaient encore dans l'âtre. Une table basse où trônait un service à thé en porcelaine de Limoges, intact, comme si les occupants venaient de sortir. Armand sentit sa gorge se serrer. Sur le manteau de la cheminée, une horloge comtoise avait arrêté son balancier. Les aiguilles indiquaient 3h27. 3h27 du matin ou de l'après-midi. Quelle importance maintenant. Il contourna la table, examina les murs, des bibliothèques du sol au plafond, remplies de volumes reliés en cuir, des atlas, des traités de botanique, des recueils de poésie, et là, sur une étagère basse, une série de carnets à la relure noire. Armand en saisit un, l'ouvrit. Une écriture fine, élégante, couvrait les pages. Français mêlé de latin. Des dates. 1817, 1818, 1819. Journal de Marguerite Delvaux. Son cœur s'accéléra. Il approcha la lanterne, parcourut les premières lignes. 15 mars, 1817. Charles refuse d'écouter raison. Il dit que la terre nous appartient, que nous avons le droit. Mais je sens que quelque chose n'est pas naturel dans cette découverte. Les racines ont une forme qui me glace le sang. Armand tourna les pages. L'écriture devenait plus nerveuse, plus hachée. 2 juin 1818. Les enfants ne sortent plus. Ils disent qu'ils entendent des voix sous leurs fenêtres, des voix qui chantent dans une langue qu'ils ne comprennent pas. J'ai trouvé des marques sur le seuil de leur chambre, des traces de boue qui sentent la forêt profonde. La flamme de la lanterne vacilla. Armand releva les yeux. Rien n'avait bougé. Mais il sentait maintenant une présence. Pas hostile, pas encore. Simplement attentive. Il reprit sa lecture, les mains tremblantes. 12 janvier 1819. Charles est descendu cette nuit. Il a pris la pioche et la pelle. Je l'ai supplié de ne pas y retourner. Mais il dit que nous devons finir ce que nous avons commencé, que sinon ils ne partiront jamais. Qui, il? 23 mars 1819. C'est fini. Nous avons fait ce qu'il fallait, tous les 5. Même les petits ont participé. Charles dit que maintenant nous sommes liés pour toujours, que le secret doit rester ici, sous la terre, sous les racines. Personne ne doit savoir, personne ne doit chercher. Demain, nous partons, nous fermons le manoir. Nous ne reviendrons jamais. La dernière page était vierge, sauf une tache sombre dans le coin inférieur, une tache brune, irrégulière, du sang séché. Armand referma le carnet d'un geste brusque. Son souffle était court. La pièce semblait s'être refroidie de plusieurs degrés. Il devait sortir. Revenir demain avec du renfort. C'était stupide d'être venu seul. Mais au moment où il se retournait vers la porte, son regard accrocha quelque chose sur le mur d'en face. Une tapisserie déchirée laissait entrevoir une porte basse, presque cachée dans l'ombre. Une porte qu'il n'avait pas remarquée en entrant. Une porte qui semblait mener aux caves. Et sur le battant de bois gravé au couteau dans une écriture enfantine,
Ne descendez pas, ils attendent. Armand resta immobile, la lanterne tremblant dans sa main. La flamme projetait des ombres mouvantes sur l'inscription gravée dans le bois. Les lettres étaient irrégulières, maladroites, tracées par une main d'enfant certainement, mais la profondeur des entailles trahissait une urgence désespérée. Quelqu'un avait voulu laisser cet avertissement. Quelqu'un avait gravé ces mots avec la force du désespoir. Le silence du manoir pesait maintenant comme une chape de plomb. Dehors, le vent s'était tu. Plus un bruissement de feuilles, plus un craquement de branches, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Armand savait qu'il devait partir. C'était l'évidence même. Refermer ce journal, reposer cette lanterne, franchir la porte d'entrée et ne revenir qu'avec des hommes, à la lumière du jour. C'était ce que lui dictait la raison. Ce que lui soufflait l'instinct de survie qui avait permis à ses ancêtres de traverser les siècles. Mais la curiosité, cette vieille maladie des notaires, des archivistes, de tous ceux qui passent leur vie à fouiller dans les secrets des morts, la curiosité était plus forte. Il s'approcha de la porte basse. La poignée en fer forgé était glacée sous ses doigts, pas simplement froide, glacée, comme si elle aspirait la chaleur de sa paume. Il tira. La porte résista un instant, puis s'ouvrit dans un gémissement lugubre. Une bouffée d'air humide monta des profondeurs, chargée d'une odeur de terre mouillée, de pierres suintantes et de quelque chose d'autre, quelque chose d'organique, de végétal, et pourtant presque charnel. Des marches de pierre descendaient dans l'obscurité, étroites, usées en leur centre par des décennies de passage. Les murs étaient en pierre brute, couverts de salpêtre qui brillaient faiblement à la lueur de la lanterne. Armand posa le pied sur la première marche. Elle grinça. Il descendit lentement, comptant les marches. 10, 15, 20. La cave devait être profonde, bien plus profonde que ne le laissait supposer la taille du manoir. L'air devenait de plus en plus froid, de plus en plus dense. Sa respiration formait de petits nuages de vapeur devant son visage. Les murs suintaient d'humidité. Par endroits, des racines avaient percé la pierre, formant des nœuds tortueux qui ressemblaient à des mains agrippées. 25 marches, 30. Enfin, il atteignit le sol de la cave. Un sol de terre battue, inégal, qui craquait sous ses pas. Il leva sa lanterne. La cave était immense, bien plus vaste que le rez-de-chaussée du manoir. Des voûtes de pierre s'élançaient dans l'obscurité, soutenues par des piliers massifs. Des tonneaux vides étaient alignés contre un mur. Des étagères effondrées jonchèrent le sol. Et partout, ces racines, elles descendaient du plafond comme des artères noueuses. Elles sortaient des murs, s'enfonçaient dans le sol, formaient un réseau dense et enchevêtré qui donnait l'impression que toute la cave était vivante. Qu'elle respirait. Armand avança prudemment, sa lanterne à bout de bras. Les racines étaient énormes, certaines aussi épaisses que son bras, d'autres fines comme des cheveux, formant une toile complexe qui pendait du plafond et tapissait les murs. Elles étaient d'un brun presque noir, luisantes d'humidité, mais ce n'était pas de l'eau. Armand s'approcha d'une des racines les plus épaisses. La surface brillait à la lumière de la lanterne. Il tendit la main, hésita, puis toucha. La racine était chaude. Il retira sa main brusquement, le cœur battant. Comment une racine pouvait-elle être chaude? Il avança encore, scrutant l'obscurité au-delà du cercle de lumière de sa lanterne. Au centre de la cave, il distingua quelque chose. Une forme plus sombre, un monticule de terre fraîchement retourné. Non, pas fraîchement retourné. La terre était tassée, compacte, couverte de ces mêmes racines qui l'enserraient comme des liens. Mais elle était différente du reste du sol, plus meuble, plus riche. Et autour du monticule, disposés en cercle, 5 objets. Armand s'approcha lentement. Ses jambes tremblaient. Chaque pas lui demandait un effort de volonté. Les 5 objets étaient des poupées. De vieilles poupées de porcelaine, au visage fissuré, aux vêtements en lambeaux. Mais elles avaient été disposées avec soin, chacune face au monticule, comme des sentinelles, comme des gardiennes, ou comme des offrandes. Armand se pencha. Les poupées avaient des cheveux humains. De vraies mèches de cheveux, cousues dans le tissu de leur tête. L'une avait des boucles blondes, une autre des cheveux noirs et raides, une troisième des cheveux châtains bouclés, des cheveux d'enfant. Il sentit la nausée monter. 5 poupées. Le journal mentionnait 5 membres de la famille, Charles et Marguerite Delvaux, et leurs 3 enfants. Même les petits ont participé, avait écrit Marguerite. Armand recula d'un pas. Son talon heurta quelque chose. Il baissa les yeux. Un autre carnet.
plus petit que celui du salon, relié en cuir craquelé, taché de terre. Il le ramassa, l'ouvrit d'une main tremblante. L'écriture était différente, plus masculine, plus anguleuse. Journal de Charles Delvaux. Pour que la vérité soit connue si jamais nous échouons. Armand lut, debout au milieu de cette cave vivante entourée de racines chaudes et de poupées aux yeux vides. 10 septembre 1816. Aujourd'hui, j'ai fait défricher le jardin ouest pour agrandir le verger. Les ouvriers ont découvert quelque chose sous la terre. Des pierres anciennes, disposées en cercle, et au centre des ossements, beaucoup d'ossements. Trop pour être ceux d'un seul homme. Le plus vieux des ouvriers, Mathurin, est devenu livide. Il m'a dit que nous devions tout recouvrir immédiatement, que cet endroit était maudit depuis toujours, qu'avant la construction du manoir, il y avait là un lieu que les anciens évitaient. Un lieu où l'on ne semait pas, où l'on ne bâtissait pas, où l'on ne laissait pas paître les bêtes. J'ai ri de ces superstitions. Les ossements sont sans doute ceux d'un cimetière médiéval oublié. Rien de plus. J'ai fait tout nettoyer et j'ai poursuivi les travaux. C'était une erreur. Armand tourna les pages. L'écriture devenait de plus en plus serrée, de plus en plus nerveuse. 3 octobre 1816. Les arbres que nous avons plantés ne prennent pas. Ils se dessèchent en quelques jours. Leurs racines pourrissent dans le sol. Mais d'autres racines apparaissent, des racines que nous n'avons pas plantées. Elles sortent de la terre, s'étendent, colonisent tout. Elles sont d'une espèce que je ne connais pas. Aucun botaniste que j'ai consulté ne peut les identifier. 15 novembre 1816. Les racines ont atteint le manoir. Elles s'insinuent sous les fondations. Je les entends la nuit, gratter contre les pierres de la cave. Marguerite ne dort plus. Les enfants font des cauchemars. Ils disent qu'il y a des visages dans les racines. Des visages qui les regardent depuis les murs. 23 décembre 1816. J'ai fait descendre des ouvriers dans la cave pour arracher les racines. 3 hommes. Ils sont descendus à l'aube. À midi, un seul est remonté. Il était incohérent. Il disait que les racines bougeaient, qu'elles s'enroulaient autour des jambes de ses compagnons, qu'elles les tiraient vers la terre. Nous avons fouillé la cave. Nous n'avons rien trouvé. Seulement plus de racines. Toujours plus de racines. Les 2 hommes ont disparu. Armand sentit sa gorge se serrer. Il jeta un regard autour de lui. Les racines semblaient plus nombreuses maintenant, plus proches, comme si elles s'étaient rapprochées pendant qu'il lisait. Il reporta son attention sur le journal. 4 janvier 1817. Mathurin est venu me voir cette nuit. Il était terrifié. Il m'a raconté ce que les anciens du village savaient, ce qu'ils avaient eu pendant des générations. Avant l'arrivée des chrétiens, cet endroit était sacré pour les Celtes. Un euméton, un sanctuaire forestier. On y honorait les dieux de la terre et des arbres. On y faisait des sacrifices. On y enterrait les morts d'une certaine manière, pour que leur corps nourrisse la forêt, pour que la forêt les garde. Les moines ont voulu christianiser le lieu. Ils ont abattu l'arbre sacré, un chêne immense, vieux de plusieurs siècles. Ils ont brûlé ses racines. Ils ont construit une chapelle sur l'emplacement. La chapelle s'est effondrée en une nuit. Tous les moines sont morts, écrasés sous les pierres ou étouffés par les racines qui avaient repoussé et envahi le bâtiment. Depuis, personne ne construisait ici, jusqu'à ce que mon grand-père, venu d'ailleurs, ignorant de l'histoire, fasse ériger ce manoir. Et maintenant, nous payons le prix de son ignorance. Les mains d'Armand tremblaient si fort qu'il peinait à tenir le journal. Il tourna encore quelques pages. 19 mars 1819. Nous n'avons plus le choix. Les racines ont envahi tout le manoir. Elles sortent des murs de nos chambres. Elles rampent sous nos lits. Elles murmurent pendant la nuit. Des mots que nous ne comprenons pas, des mots anciens. Louise, notre fille aînée, a disparu hier soir. Nous l'avons retrouvée ce matin dans la cave. Elle était debout au milieu des racines, les yeux vides, chantant dans cette langue ancienne. Quand nous l'avons arrachée de là, elle a hurlé. Elle a dit qu'il l'appelait, qu'il voulait ce qui leur avait été pris. Mathurin nous a donné la solution. La seule solution possible, un pacte, une offrande, pour refermer ce qui a été ouvert. Nous devons leur rendre ce que nous leur avons pris. Pas de l'argent, pas des biens, de la vie, du sang, des racines humaines pour nourrir les racines de la terre. Armand sentit sa vision se troubler. Non. Non, il n'avait pas pu faire ça. 23 mars 1819. C'est fait. Nous avons emmené les enfants dans la cave. Nous leur avons expliqué que c'était la seule façon. Louise a compris la première. Elle avait déjà entendu l'appel. Les jumeaux, Édouard et Mathilde, ont pleuré, mais ils ont accepté. Nous les avons couchés sur la terre, au centre du cercle de racines. Nous leur avons donné le poison que Mathurine avait préparé, de la ciguë mêlée à de la belladone, un sommeil paisible,
m'a-t-il assuré, sans douleur. Ils se sont endormis en tenant nos mains. Louise souriait. Elle disait qu'elle les entendait maintenant clairement, qu'ils lui montrèrent des choses merveilleuses sous la terre. Quand leur cœur a cessé de battre, les racines ont bougé. Elles se sont enroulées autour de leur corps, doucement, tendrement presque, comme une mère berce son enfant. En quelques heures, elles les ont recouverts entièrement. La terre s'est refermée sur eux. Marguerite et moi avons attendu. Nous pensions que nous devrions nous donner aussi, que le pacte exigeait toute la famille, mais les racines se sont retirées. Elles ont lâché les murs. Elles sont redescendues dans le sol. Le murmure a cessé. Le pacte était scellé. Nos enfants nourrissent maintenant la forêt ancienne. Ils sont devenus les gardiens du seuil, les liens entre ce monde et ce qui dort dessous. Nous fermons le manoir. Nous ne reviendrons jamais. Nous ne pouvons plus vivre ici. Nous ne pouvons plus dormir sans entendre leur voix nous appeler depuis la cave. Que Dieu nous pardonne, ou que les dieux anciens nous acceptent, nous ne savons plus à qui nous devons prier. La dernière page du journal était couverte de dessins maladroits, des racines entrelacées, des visages d'enfants qui en émergeaient. Et en bas, une phrase répétée encore et encore, jusqu'à ce que l'encre transperce le papier. Ils vivent dans la terre, ils vivent dans la terre, ils vivent dans la terre. Armand laissa tomber le journal. Il recula d'un pas, puis de deux, le souffle court, le cœur battant à tout rompre. Les racines autour de lui semblaient pulser, comme des veines, comme si tout ce réseau végétal était un seul et même organisme, un seul et même être vivant, ou trois êtres, trois enfants, trois sacrifices. Gardien du seuil. Un craquement résonna derrière lui. Il pivota, levant sa lanterne. Une des poupées avait bougé. Sa tête était tournée vers lui maintenant. Ses yeux de verre le fixaient. Un second craquement. Une autre poupée avait changé de position, puis une troisième. Les 5 poupées le regardèrent maintenant. 5 paires d'yeux vides, 5 visages de porcelaine fissurés. Et derrière elles, le monticule de terre commençait à bouger. Armand ne put retenir un cri étouffé. La terre du monticule ondulait lentement, comme si quelque chose respirait dessous. Les racines qui l'emmaillaient se contractaient et se relâchaient en un rythme hypnotique, presque organique. Un rythme de cœur. 3 cœurs, peut-être, battant à l'unisson sous la terre meuble. La flamme de sa lanterne vacilla violemment. Armand recula vers les marches, sans quitter des yeux le monticule et les poupées. Ses bottines glissaient sur le sol humide. Il fallait fuir, remonter, sortir de ce tombeau vivant. Mais au moment où il atteignait la première marche, un son l'arrêta net, un chant, doux, cristallin, une voix d'enfant qui montait des profondeurs de la cave, portée par l'air glacé. Les mots étaient dans une langue qu'Armand ne reconnaissait pas, des syllabes anciennes, gutturales et pourtant mélodieuses. Une langue qui évoquait le bruissement des feuilles, le craquement des branches, le murmure de l'eau souterraine. Une deuxième voix se joignit à la première. Puis une troisième. 3 enfants qui chantaient sous la terre. Armand sentit ses jambes se dérober. Il s'agrippa à la rampe de pierre, les doigts blancs. La raison lui criait de fuir, mais une force invisible le clouait sur place. Une fascination morbide, une terreur si pure qu'elle paralysait chaque muscle de son corps. Les poupées bougèrent encore, pas toutes à la fois, une par une, dans un mouvement saccadé qui imitait la vie sans jamais l'atteindre. Elles se redressèrent sur leurs petites bases de bois, leurs robes en lambeaux bruissant dans le silence. Leurs têtes pivotèrent, suivant les mouvements d'Armand avec une précision mécanique. Leurs lèvres de porcelaine ne remuaient pas, mais le chant continuait, s'amplifiant, résonnant contre les voûtes de pierre. Nous sommes les racines profondes, nous sommes les gardiens du sommeil. Nous tenons la porte, nous protégeons le seuil. Les paroles s'étaient formées dans l'esprit d'Armand, traduites par quelque instinct primitif. Il comprenait maintenant. Pas avec son esprit de notaire, son esprit rationnel et éduqué, mais avec quelque chose de plus ancien en lui, une mémoire ancestrale qui reconnaissait le langage de la terre et du sang. Le monticule s'ouvrit, pas brutalement. Pas comme une explosion ou une éruption. La terre se sépara doucement, comme des lèvres s'entr'ouvrant révélant l'obscurité dessous, et de cette obscurité émergèrent les racines, pas les racines brunes et luisantes qui tapissaient déjà la cave, des racines différentes, plus pâles, plus fines, presque translucides, des racines qui ressemblaient à des veines humaines. Elles s'élevèrent lentement, formant 3 colonnes distinctes. 3 silhouettes végétales qui prenaient de forme sous les yeux horrifiés d'Armand. Les racines s'entrelaçaient, se tissaient, créant des membres, des torses, des têtes.
des enfants de racines et de terre, des enfants qui n'auraient jamais dû exister. Le chant cessa. Le silence qui suivit était plus terrible encore. Les trois formes restèrent immobiles, face à Armand. Elles n'avaient pas de visage défini, seulement des suggestions de traits dans l'entrelacement des racines. Des orbites vides où auraient dû se trouver des yeux, des bouches qui n'étaient que des failles sombres dans le tissu végétal. Et pourtant, Armand savait qu'elle le voyait, qu'elle le jugeait. La voix résonna de nouveau, mais cette fois, elle ne venait pas des profondeurs. Elle venait de partout à la fois, des murs, du plafond, des racines elles-mêmes. « Pourquoi es-tu venu ?» La question était posée dans un français parfait, avec l'intonation d'un enfant de 8 ou 9 ans. Mais derrière cette innocence apparente, Armand percevait quelque chose d'indiciblement vieux, d'antérieur à la langue française, d'antérieur au christianisme, d'antérieur peut-être à l'humanité elle-même. Il essaya de parler. Sa gorge était sèche. Il déglutit péniblement, essaya encore. « Je suis notaire. Je dois faire l'inventaire du manoir. C'est la loi. » Un rire doux monta des trois formes, un rire d'enfant qui glaça le sang d'Armand. La loi des hommes. La voix était moqueuse, presque tendre. Les hommes et leurs lois, toujours les mêmes. Ils pensent que des mots écrits sur du papier peuvent commander à la terre, qu'ils peuvent posséder ce qui existe depuis avant eux. Une des formes, la plus grande, peut-être Louise, fit un pas en avant. Les racines qui composaient ses pieds crissèrent sur le sol de terre battue. Des mottes tombèrent de son corps végétal, révélant brièvement des fragments plus pâles, des os. De petits os blancs, propres, tissés dans les racines comme des perles sur un fil. Nous sommes Louise, nous sommes Édouard, nous sommes Mathilde. Les trois voix parlaient à l'unisson maintenant, créant une harmonie dissonante. Nous étions les enfants d'Elvaux. Nous sommes maintenant les gardiens du seuil. Nous protégeons ce qui dort, ce qui ne doit pas se réveiller. Armand recula d'une marche, puis d'une autre. La lanterne tremblait si fort dans sa main qu'elle menaçait de tomber. Je n'ai rien fait. Je ne voulais pas vous déranger. Je vais partir. Je vais refermer le manoir. Personne ne reviendra. Menteur, la voix avait changé. Plus dure, plus ancienne. Ce n'était plus celle d'enfant, jouant à effrayer un visiteur. C'était la voix de la terre elle-même, profonde, implacable. Nous sentons tes pensées. Nous lisons dans ton cœur d'homme. Tu vas repartir, tu vas raconter ce que tu as vu, tu vas amener d'autres hommes. Des hommes avec des pioches et des pelles, des hommes qui vont creuser, qui vont détruire, qui vont ouvrir le seuil. Non, Armand secoua la tête frénétiquement. Je ne dirai rien, je brûlerai les documents, Les trois formes avancèrent ensemble. Armand sentit son dos heurter la pierre froide du mur derrière lui. Il ne pouvait plus reculer. Les marches étaient à sa droite, mais les créatures se déplaçaient avec une rapidité surnaturelle, bloquant déjà la sortie. « Tu ne comprends pas. » La voix était presque triste maintenant. « Ce n'est pas de ta faute. C'est la nature des hommes. Vous ne pouvez pas laisser les mystères en paix. Vous devez toujours creuser, toujours chercher, toujours violer les endroits sacrés. » La forme de Louise, Armand en était certain maintenant, c'était elle. Il reconnaissait quelque chose dans la façon dont elle inclinait la tête, s'approcha jusqu'à être à quelques centimètres de lui. Il pouvait sentir l'odeur de terre humide et de sève qui émanait d'elle. Il pouvait voir les petits os qui cliquetaient doucement dans l'entrelac de racines, une phalange, une côte, un fragment de crâne. Notre père et notre mère ont fait ce qu'ils devaient faire. La voix était douce maintenant, presque consolatrice. Ils nous ont donné à la terre pour refermer ce qui avait été ouvert, pour réparer le sacrilège. Nous étions jeunes, nous avions peur. Mais nous avons compris. Nous avons accepté. Une main de Racine se leva, toucha presque le visage d'Armand. Il ferma les yeux, attendant la douleur, attendant que ses doigts végétaux s'enroulent autour de sa gorge. Mais le toucher ne vint jamais. Tu vas nous écouter maintenant. Tu vas comprendre ce que nous gardons, ce qui dort sous ce manoir, ce qui dormait déjà ici quand les Celtes ont planté leur premier arbre sacré. Armand ouvrit les yeux. Les trois formes s'étaient écartées. Elle formait maintenant un demi-cercle autour de lui, le guidant sans le toucher vers le centre de la cave, vers le monticule ouvert. Il savait qu'il aurait dû résister, qu'il aurait dû courir, mais ses jambes bougeaient d'elles-mêmes, guidées par une volonté qui n'était plus la sienne. Il se retrouva au bord du monticule. L'ouverture dans la terre était plus profonde qu'il ne l'avait cru.
Un puits descendait dans les ténèbres, tapissé de racines entremêlées. Et au fond, très loin en dessous, Armand distingua une lueur verdâtre, pas une lumière. Quelque chose d'organique, quelque chose qui pulsait. Regarde. Il ne voulait pas. Chaque fibre de son être criait de détourner le regard. Mais les trois gardiens tendaient leurs mains vers le puits et les racines s'écartaient, dévoilant ce qui dormait dessous. Armand vit. Et comprenant, il hurla. Ce n'était pas un arbre, ce n'était pas une créature, c'était quelque chose d'intermédiaire. Quelque chose qui avait précédé la division entre le végétal et l'animal. Une masse pulsante de chair et de bois, de feuilles et de tendons qui respirait dans les profondeurs de la terre. Un être immense, ancien, endormi depuis des millénaires, dont les racines s'étendaient sous toute la région, sous les villages, sous les champs, sous les forêts. Un dieu peut-être, ou quelque chose qui avait inspiré l'idée des dieux aux hommes primitifs qui l'avaient découvert. Et il rêvait. Armand pouvait sentir ses rêves maintenant, des images fragmentées de forêts infinies, de temps où les arbres marchaient, de temps où la frontière entre la vie et la mort était floue, perméable, des rêves de croissance, d'expansion, de retour, des rêves de réveil. Tu comprends maintenant. Les trois voix résonnaient dans son crâne. Il dort depuis que les hommes ont appris à couper le bois et à labourer la terre, depuis qu'ils ont cessé de l'honorer. Mais il n'est pas mort. Il ne peut pas mourir. Il attend. Il rêve, et ses rêves filtrent dans le monde d'en haut. Les racines sont ses doigts qui tâtonnent dans le sommeil, cherchant toujours, cherchant ceux qui l'ont oublié, cherchant ceux qui pourraient le réveiller. Notre sacrifice maintient le seuil fermé, notre présence le maintient endormi. Tant que nous sommes ici, liés à la terre, mêlés à ses racines, il ne peut pas se lever. La forme d'Édouard, le plus petit des trois, se rapprocha du bord du puits. Mais nous sommes fatigués, tellement fatigués. 86 ans que nous tenons, 86 ans que nous veillons, que nous chantons les vieilles berceuses pour qu'ils restent endormis. Nous étions des enfants. Nous voulions jouer, courir, vivre. Au lieu de ça, nous sommes devenus la porte, la serrure, le verrou. Mathilde, la plus petite, tendit ses bras de racine vers Armand. Un geste presque suppliant. Alors tu vas partir maintenant. Tu vas fermer le manoir, tu vas détruire tous les documents. Tu vas faire en sorte que personne ne revienne jamais. Jamais. Parce que si des hommes viennent avec leurs outils, s'ils creusent, s'ils détruisent nos corps végétaux, s'ils brisent le cercle, les trois voix montèrent en un crescendo terrible. Il se réveillera. Le puits sous leurs pieds trembla. La lueur verdâtre pulsa plus fort. Un grondement monta des profondeurs. Pas un son, mais une vibration qui fit craquer les pierres de la cave, qui fit trembler les voûtes. Le dormeur avait entendu son nom. Il remuait dans son sommeil millénaire. Les trois gardiens se tournèrent d'un seul mouvement vers le puits, leur voix reprenant le chant ancien. Le chant qui calmait, qui endormait, qui protégeait. Et lentement, très lentement, le tremblement cessa. La lueur s'atténua. Le dormeur replongea dans ses rêves profonds. Louise se tourna vers Armand une dernière fois. Dans l'entrelac de racines qui formait son visage, il crut voir l'ombre d'un sourire. Un sourire triste, un sourire d'enfant qui avait dû grandir trop vite, qui avait dû porter un fardeau trop lourd. Va maintenant, ne reviens jamais, et prie pour que personne d'autre ne soit aussi curieux que toi. Les racines se refermèrent sur les trois formes, les réabsorbant dans la terre. Le monticule se reconstitua. Les poupées retombèrent dans leurs positions originales, redevenant des objets inertes. En quelques secondes, tout était comme avant l'arrivée d'Armand. Sauf que maintenant, il savait. Il savait ce qui dormait sous le manoir d'Elvaux. Et il savait qu'il ne devait jamais, jamais laisser quelqu'un le réveiller. Armand remonta les marches en trébuchant, la lanterne cognant contre les murs de pierre. Ses mains tremblaient si violemment qu'il peinait à maintenir sa prise sur la rampe. Derrière lui, le silence de la cave était total. Pas un craquement, pas un murmure, comme si rien ne s'était passé, comme si les trois gardiens n'avaient été qu'une hallucination née de la peur et de l'obscurité. Mais Armand savait. La sueur qui trempait sa chemise, le goût de bile dans sa gorge, le tremblement de ses jambes, tout cela était bien réel. Ce qu'il avait vu était réel. Ce qui dormait sous le manoir était réel. Il franchit la porte basse, la referma d'un geste brusque et poussa le verrou. Un verrou ridicule. Un morceau de fer rouillé qui ne retiendrait rien si les gardiens décidèrent de sortir. Mais le geste le rassurait.
une illusion de contrôle dans un monde qui venait de perdre tout sens. Le salon était exactement comme il l'avait laissé, le service athée sur la table basse, les fauteuils recouverts de housse grise, l'horloge arrêtée à 3h27. Le journal de Marguerite posé sur l'étagère. Armand s'en saisit, puis du journal de Charles dans sa sacoche. Il devait les détruire tous les documents. C'était ce qu'il lui avait demandé. C'était le prix de sa liberté. Il traversa le hall d'entrée presque en courant, évitant de regarder les portraits sur les murs. Ses yeux peints qui le fixaient. Ces Delvaux morts depuis longtemps, qui avaient vécu dans l'ignorance de ce qui dormait sous leurs pieds, ou peut-être pas. Peut-être que certains d'entre eux avaient su. Peut-être que le grand-père de Charles, celui qui avait bâti le manoir, avait su et choisi de construire quand même, par arrogance, par cupidité, par cette conviction typiquement humaine que la volonté et l'argent pouvaient tout dominer. Il franchit la porte d'entrée, inspira l'air froid de la nuit. Le brouillard s'était épaissi, on ne voyait plus les tilleuls de l'allée, on ne voyait plus rien au-delà de quelques mètres. Le monde s'était réduit à ce cercle de brume blanchâtre, éclairé faiblement par sa lanterne. Armand descendit les marches du perron, traversa le jardin en direction du portail. Ses bottines s'enfonçaient dans la boue. Il trébucha sur une racine, une vraie racine d'arbre cette fois, pas ces choses qu'il avait vues dans la cave, et se rattrapa de justesse. Le portail de fer forgé apparut dans le brouillard. Il le franchit, le referma derrière lui avec un claquement métallique. Il était sorti. Il était libre. Mais libre de quoi? Libre de porter ce secret, libre de savoir ce qui dormait sous la terre de la Creuse, libre de vivre avec la certitude qu'un faux mouvement, une mauvaise décision, pourrait condamner toute la région. Il s'engagea sur le chemin de terre qui descendait vers Fresline. La nuit était tombée complètement maintenant. Seule sa lanterne le guidait dans l'obscurité brumeuse. Le village était à moins d'1 kilomètre. Il serait à l'auberge dans une demi-heure. Il pourrait boire un cognac, dormir, essayer de dormir. Et demain, il devrait rédiger son rapport pour l'étude Béraud. Expliquer pourquoi l'inventaire du manoir Delvaux était impossible. Trouver une raison crédible, une raison qui ne mentionnerait pas les racines vivantes, les enfants sacrifiés, le Dieu endormi sous la terre. Un bruit interrompit ses pensées. Des pas derrière lui. Armand se retourna brusquement, levant sa lanterne. Le cercle de lumière révéla la brume. Rien d'autre. Pas de silhouette, pas de mouvement. Il n'y a personne, marmonna-t-il. Mais il pressa le pas. Les pas continuaient derrière lui, réguliers, patients, comme si quelqu'un le suivait en prenant soin de rester juste hors de vue. Le chemin serpentait entre 2 haies d'aubépines nues. À sa gauche, un champ labouré disparaissait dans le brouillard. À sa droite, un petit bois de chêne dont les branches griffaient le ciel noir. Les pas se rapprochaient. Armand se mit à courir. Sa sacoche battait contre sa hanche. La lanterne balançait follement, projetant des ombres dansantes. Sa respiration se faisait courte, sifflante. Il n'était plus jeune. Son cœur cognait dans sa poitrine comme un marteau. Quelque chose émergea du brouillard devant lui, une silhouette. Armand s'arrêta net, manquant de tomber. Il leva sa lanterne. Un homme se tenait au milieu du chemin, vieux, voûté, vêtu d'une veste de paysan élimée et d'un pantalon rapiécé. Son visage était tanné par le soleil et le vent, creusé de rides profondes. Ses yeux étaient presque blancs, des cataractes avancées qui lui donnaient un regard fantomatique. « Mathurin », murmura Armand. « Impossible. » Mathurin, le vieil ouvrier qui avait averti Charles Delvaux, devait être mort depuis des décennies. Mais le vieil homme sourit, un sourire édenté, un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. Non, pas Mathurin, mais son petit-fils. Également Mathurin, et avant lui, mon père. Et avant lui, son père. Toujours un Mathurin dans le village. Pour se souvenir, pour surveiller, pour s'assurer que le manoir reste fermé. Armand recula d'un pas. Vous saviez? Pour ce qui est en dessous? Le vieil homme hocha lentement la tête. Nos familles savent depuis toujours, depuis avant les Romains, depuis avant les Celtes même. Il y a toujours eu quelque chose ici, quelque chose d'ancien, quelque chose qui ne devrait pas être. Les Delvaux n'auraient jamais dû construire ce manoir, mais ils venaient d'ailleurs, ils ne savaient pas. Mon arrière-grand-père a essayé de les prévenir, ils n'ont pas écouté. Et quand la terre s'est réveillée, quand les racines ont commencé à pousser, il était trop tard. Charles Delvaux est venu le voir une nuit, désespéré, terrifié. Mon arrière-grand-père lui a donné la solution,
La seule solution que les anciens connaissaient, un pacte de sang, un sacrifice, pour refermer le seuil. Le vieil homme fit un pas vers Armand. Sa voix était douce, presque bienveillante. « Vous êtes descendu dans la cave, vous avez vu les gardiens, ils vous ont parlé, n'est-ce pas ?» Armand ne put que hocher la tête, incapable de trouver les mots. « Bien, alors vous comprenez. Vous comprenez pourquoi le manoir doit rester fermé, pourquoi personne ne doit savoir, pourquoi les documents doivent disparaître. » Le vieil homme tendit une main noueuse. « Donnez-moi les journaux. » Armand serra sa sacoche contre lui. « J'allais les détruire, je vous le jure. Je n'en doute pas, mais il vaut mieux que je m'en charge. On ne sait jamais. » Un moment de faiblesse, la tentation de raconter, de confier à quelqu'un. Les secrets ont tendance à s'échapper, même quand on jure de les garder. Il avait raison. Armand le savait. Il ouvrit sa sacoche, en sortit les 2 journaux. Le vieil homme les prit avec précaution, comme s'il manipulait des objets sacrés, ou maudits. « Et le rapport ? Celui que vous devez faire à l'étude Béraud ?» Armand déglutit. Je dirais que le manoir est en ruine, qu'il n'y a rien de valeur, que les coûts de rénovation seraient exorbitants, que l'État ferait mieux d'abandonner toute prétention sur la propriété. Bien, très bien. Le vieil homme glissa les journaux sous sa veste, et personne ne doit plus jamais y entrer. Jamais. Vous comprenez? Même dans 50 ans, même dans 100 ans. Ceux qui dort là-dessous ne connaît pas le temps des hommes. Il peut attendre. Il attend depuis des millénaires. Il attendra des millénaires de plus. Mais si quelqu'un brise le cercle, si quelqu'un détruit les gardiens, si quelqu'un creuse trop profond, sa voix se brisa. Dans le silence qui suivit, Armand entendit quelque chose, un grondement lointain, souterrain, comme si la terre elle-même murmurait. Le vieil homme leva les yeux vers le ciel invisible, caché par le brouillard. Il rêve cette nuit. Il rêve plus fort que d'habitude. Votre présence l'a dérangé. Les gardiens ont dû travailler dur pour le rendormir. Ils sont fatigués, si fatigués. Un jour, ils failliront. Un jour, le pacte se brisera. Pas aujourd'hui, pas demain, mais un jour. Et ce jour-là, il ne finit pas sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Rentrez à votre auberge, maître Leclerc. Dormez si vous le pouvez. Demain, rédigez votre rapport. Puis oubliez ce manoir. Oubliez ce que vous avez vu, vivez votre vie, et priez pour ne jamais entendre parler à nouveau du manoir d'Elvaux. Le vieil homme s'écarta du chemin, disparaissant dans le brouillard aussi silencieusement qu'il était apparu. Armand resta immobile un long moment, seul sur le chemin de terre, sa lanterne projetant un cercle de lumière pathétique dans l'obscurité, puis il se remit en marche, lentement d'abord, puis de plus en plus vite, jusqu'à courir à nouveau, fuyant le manoir, fuyant les racines, fuyant ce savoir terrible qui pesait maintenant sur ses épaules comme une pierre tombale. Les lumières de Freslin apparurent enfin à travers le brouillard, des fenêtres éclairées, la lueur chaude des foyers, le bruit des voix humaines dans l'auberge du village, la vie normale, la vie ignorante. Armand franchit le seuil de l'auberge comme un noyé remontant à la surface. La salle commune était remplie de paysans qui buvaient et discutaient. L'air sentait le tabac, le vin rouge et la soupe aux choux, des odeurs humaines, rassurantes. L'aubergiste, un homme massif au visage rougeau, l'accueillit avec un sourire. « Alors, maître Leclerc, vous avez visité le manoir ?» Toutes les conversations cessèrent. Tous les regards se tournèrent vers Armand. Il sentit sa gorge se serrer. Il savait. Peut-être pas exactement ce qui dormait sous le manoir, mais il savait que quelque chose n'était pas normal. Ils attendaient sa réaction. Ils attendaient de voir s'il allait trahir le secret. Armand força un sourire fatigué, celui d'un homme qui vient de passer des heures dans une vieille bâtisse moisie. Une ruine, une véritable ruine. Rien qui vaille la peine d'être sauvé. L'État ferait mieux de laisser la nature reprendre ses droits. Un silence. Puis l'aubergiste hocha lentement la tête. « Sage décision, maître. Très sage. Venez, je vais vous servir un cognac. Vous avez l'air d'en avoir besoin. » Les conversations reprirent. Les regards se détournèrent. Armand s'assit au comptoir, accepta le verre que lui tendait l'aubergiste. L'alcool brûla sa gorge, répandit une chaleur bienvenue dans son ventre. Mais elle ne put réchauffer le froid qui s'était installé dans son âme. Cette nuit-là, dans sa petite chambre sous les combles de l'auberge, Armand ne dormit pas. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait les 3 gardiens, il entendait leur chant. Il sentait la présence de ce qui dormait dessous, ce dieu végétal,
cette chose antédiluvienne qui rêvait dans les profondeurs de la terre. Et il comprenait maintenant pourquoi les Delvaux n'étaient jamais revenus. Pourquoi ils avaient fui jusqu'à Paris. Pourquoi Édouard, le seul à avoir survécu, celui qui portait le nom de son frère sacrifié, était mort sans héritier, sans jamais révéler le secret de sa famille. Certains savoirs étaient trop lourds à porter. Certains secrets détruisaient ceux qui les connaissaient. Et tandis qu'Armand fixait le plafond de sa chambre, écoutant les craquements du vieux bois, une pensée terrible s'insinua dans son esprit. Les gardiens avaient dit qu'ils étaient fatigués. Que 86 ans de veille les épuisaient. Combien de temps pourraient-ils encore tenir? 10 ans? 20 ans? Un siècle? Et quand ils céderaient enfin, quand le pacte se briserait, quand le dormeur se réveillerait, que deviendraient Fresline et toute la Creuse, et peut-être bien au-delà? 3 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit de novembre. 3 mois pendant lesquels Armand Leclerc avait tenté de reprendre sa vie normale. Il rédigeait des actes, il recevait des clients. Il apposait sa signature au bas de testaments et de contrats de vente. Mais rien n'était plus comme avant. Les nuits étaient les pires. Il se réveillait en sursaut, trempé de sueur, certain d'avoir entendu le chant des gardiens monter des profondeurs de sa cave. Il descendait, une bougie tremblante à la main, pour constater qu'il n'y avait rien, que ses murs de pierre étaient nus, que ses fondations étaient saines. Que les racines qui s'insinuaient parfois entre les pierres étaient celles d'un vieux lilas, rien de plus. Mais le doute demeurait. Cette certitude viscérale que la terre sous ses pieds n'était pas inerte, qu'elle vivait, qu'elle rêvait, qu'elle attendait. Son rapport à l'étude Béraud avait été accepté sans contestation. Le manoir Delvaux était officiellement déclaré insalubre et sans valeur patrimoniale. L'État renonçait à toute prétention sur la propriété. Le dossier était clos. Pourtant, Armand ne trouvait pas la paix. Ce matin de février 1906, alors qu'une neige fine tombait sur Guéret, blanchissant les toits et étouffant les bruits de la ville, un visiteur inattendu se présenta à son étude. Un jeune homme d'une trentaine d'années, élégamment vêtu d'un costume parisien, le visage fin et pâle, les yeux d'un noir profond, qui rappelèrent immédiatement quelque chose à Armand, quelque chose qu'il avait vu dans les portraits du manoir. « Maître Leclerc ?» La voix était douce, cultivée. « Je suis Théodore Delvaux, petit-neveu d'Édouard Delvaux. » Le sang d'Armand se glaça. Il se leva de son bureau, manquant de renverser son encrier. « Je croyais qu'Édouard Delvaux était mort sans descendance. » Le jeune homme sourit, un sourire triste qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. Sans descendance directe, en effet, mais il avait une sœur, ma grand-mère. Elle a épousé un bourgeois lyonnais et pris son nom. La famille a tout fait pour oublier le nom Delvaux, pour échapper à son ombre. Il s'assit sans y être invité, croisant ses mains gantées sur ses genoux. Mais on n'échappe pas si facilement à son sang, maître Leclerc. J'ai grandi en entendant des bribes, des chuchotements, des allusions que ma grand-mère laissait échapper quand elle avait trop bu, des cauchemars qui la réveillaient en hurlant. Elle parlait d'un manoir, d'enfants qui chantaient sous la terre, de racines qui griffaient aux portes. Pendant longtemps, j'ai cru qu'elle devenait folle, puis elle est morte l'année dernière, et dans ses affaires, j'ai trouvé une lettre qu'Édouard lui avait écrite juste avant sa propre mort, une lettre où il racontait tout. Armand sentit ses jambes se dérober. Il se rassit lourdement dans son fauteuil. « Pourquoi êtes-vous venu me voir ?» Théodore le fixa intensément. « Parce que vous êtes le dernier à être entré dans ce manoir. Parce que vous avez rédigé le rapport qui l'a condamné à l'oubli, et parce que je pense que vous savez. Vous savez ce qu'Édouard a raconté dans sa lettre. Vous savez pourquoi le manoir doit rester fermé. » Le silence s'installa dans le bureau. Dehors, la neige continuait de tomber, recouvrant Guéret d'un linceul blanc. Le poêle crépitait doucement, mais Armand avait froid, si froid. « Que voulez-vous » demanda-t-il enfin. « La vérité. Je veux savoir si ce qu'Édouard a écrit est réel, ou si c'était les divagations d'un homme hanté par la culpabilité. » Armand se leva, marcha jusqu'à la fenêtre. Il regarda la neige tomber sur les toits gris de la ville, si simple, si pure, si éloignée de l'horreur qui dormait sous la terre de Fresline. Certaines vérités ne devraient jamais être confirmées, monsieur Delvaux. Votre grand-oncle l'a compris. C'est pour cela qu'il a fui. C'est pour cela qu'il n'a jamais eu d'enfant. Il voulait que le nom Delvaux disparaisse. Que la malédiction s'arrête avec lui. Mais ce n'est pas une malédiction. Théodore s'était levé aussi. Sa voix vibrait d'une intensité troublante. C'est un sacrifice. Mes cousins, Louise, Édouard, Mathilde,
Ils se sont donnés pour sauver leur famille, pour protéger la région, pour tenir quelque chose d'anciens prisonniers, n'est-ce pas? Armand ne répondit pas. Il ne pouvait pas. J'ai besoin de savoir. La voix de Théodore se brisa légèrement. J'ai besoin de savoir si mes ancêtres étaient des monstres qui ont assassiné leurs propres enfants, ou s'ils ont fait un choix impossible pour empêcher quelque chose de pire. Armand se retourna lentement. Les yeux de Théodore brillaient de larmes contenues. Ce jeune homme n'était pas venu par curiosité morbide, il était venu chercher la rédemption. Pour sa famille, pour lui-même. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Les mots sortirent malgré lui. Vos ancêtres ont ouvert quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû ouvrir. Et ils ont payé le prix le plus terrible pour le refermer. Ce n'étaient pas des monstres. C'étaient des parents désespérés qui ont sacrifié ce qu'ils avaient de plus précieux pour éviter une catastrophe. Théodore ferma les yeux. Une larme roula sur sa joue. « Merci. Merci de me le confirmer. » Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta, la main sur la poignée. « Il y a autre chose que vous devez savoir, maître Leclerc. Je ne suis pas venu seul à Guéret. J'ai amené quelqu'un avec moi, un homme de science, un géologue de l'Université de Paris. » Le sang d'Armand se glaça. Pourquoi? Parce que la lettre d'Édouard mentionnait quelque chose d'étrange. Il parlait d'une présence sous le manoir, quelque chose d'ancien, quelque chose qui pourrait avoir une importance scientifique considérable, une forme de vie préhistorique. Un vestige d'une ère oubliée. J'ai pensé que si nous pouvions l'étudier, le comprendre, peut-être que nous pourrions libérer mes cousins de leur fardeau, peut-être que la science moderne pourrait trouver une solution que les superstitions anciennes n'ont pas pu trouver. Armand traversa la pièce en deux enjambées, saisit Théodore par les épaules. « Non, non, vous ne comprenez pas. Il ne faut pas creuser. Il ne faut jamais creuser. Les gardiens ont tenu pendant 86 ans. Mais si vous brisez le cercle, si vous détruisez leur repos, ils sont déjà morts, maître Leclerc. » La voix de Théodore était douce mais ferme. Ils sont morts en 1819. Ce qui reste sous cette terre n'est plus mes cousins. Ce ne sont que des racines, des plantes, des choses qui n'auraient jamais dû exister. Et c'est exactement pour ça qu'ils doivent rester intacts. Armand le secoua presque. « Votre géologue, où est-il maintenant ?» Théodore se dégagea, reculant d'un pas. « À Freslin. Nous avons loué une chambre à l'auberge. Demain matin, nous allons au manoir. J'ai apporté la clé que ma grand-mère avait conservée, une vieille clé rouillée qu'Édouard lui avait donnée avant de mourir. Le professeur Marchand est très enthousiaste. Il pense que nous pourrions faire une découverte majeure, quelque chose qui révolutionnerait notre compréhension de la biologie, de la géologie, de l'histoire elle-même. » Armand sentit la pièce tourner autour de lui. Il s'agrippa à son bureau. « Vous ne savez pas ce que vous allez faire. Vous ne savez pas ce que vous allez réveiller. C'est exactement pour ça que nous devons le faire. » Théodore ouvrit la porte. « Pour savoir, pour comprendre, pour ne plus vivre dans l'ignorance et la peur. N'est-ce pas là le rôle de la science? Éclairer les ténèbres? Remplacer la superstition par la connaissance? Je suis venu vous voir par courtoisie, maître Leclerc, parce que vous étiez lié à cette histoire. Mais que vous m'aidiez ou non, demain, nous entrerons dans ce manoir, et nous découvrirons la vérité. » Il sortit, refermant doucement la porte derrière lui. Armand resta immobile, fixant la porte close. Ses mains tremblaient. Son cœur battait si fort qu'il entendait le sang pulsant dans ses oreilles. Il devait faire quelque chose. Il devait les arrêter. Mais comment? Appeler les gendarmes? Et leur dire quoi? Qu'un dieu végétal dormait sous un manoir abandonné? Qu'il fallait empêcher un scientifique de faire des recherches? On le prendrait pour un fou. Aller à Freslin lui-même, essayer de convaincre Théodore et ce professeur Marchand? Mais s'il racontait ce qu'il avait vu, ils ne le croiraient pas. Ou pire, cela ne ferait que renforcer leur conviction qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire à découvrir sous le manoir. Une seule personne pourrait l'aider, le vieux Mathurin. Armand saisit son manteau, son chapeau, sa canne. Il dévala les escaliers de son étude, sortit dans la neige qui tombait maintenant en gros flocons épais. Il fallait qu'il atteigne Freslin avant la nuit. Il fallait qu'il trouve le vieil homme. Ensemble, peut-être, pourrait-il empêcher le désastre. La diligence pour Freslin partait dans 1 heure. Armand courut à travers les rues enneigées de Guéret, glissant sur les pavés gelés, bousculant les passants. Des gens se retournèrent sur lui, surpris de voir un notaire respectable courir comme un dément. Mais Armand ne s'en souciait pas. Une seule pensée occupait son esprit.
Demain matin. Ils allaient ouvrir le manoir demain matin, et les gardiens, épuisés par 86 ans de veille, peut-être ne pourraient-ils pas tenir si quelqu'un perturbait leur repos. Peut-être que le dormeur, dans ses rêves millénaires, sentait déjà l'approche de ceux qui voulaient le découvrir. Peut-être qu'il attendait de se réveiller enfin. La diligence traversait la campagne enneigée. À travers la fenêtre couverte de givre, Armand regardait défiler les champs blancs, les forêts nues, les hameaux endormis sous leurs manteaux d'hiver. Quelque part là-bas, sous cette neige paisible, sous cette terre gelée, quelque chose rêvait. Et demain peut-être, ces rêves deviendraient réalité. La diligence arriva à Freslin alors que le crépuscule teintait la neige d'un bleu glacial. Armand descendit avant même que les chevaux ne soient complètement arrêtés, manquant de tomber sur la chaussée glissante. Le village était silencieux, emmitouflé dans son linceul blanc. Quelques fenêtres éclairées trouaient l'obscurité naissante. De la fumée montait des cheminées, droites dans l'air immobile. Un silence trop parfait, trop lourd. Armand se dirigea vers l'auberge. Ses bottines craquaient dans la neige fraîche, laissant des traces profondes. Chaque pas lui semblait un effort, comme si la terre elle-même cherchait à le retenir, à le ralentir. Il poussa la porte de l'auberge. La salle commune était presque vide. Seulement 2 paysans âgés qui buvaient en silence près du feu. L'aubergiste leva les yeux de son comptoir et son visage se figea en reconnaissant Armand. « Maître Leclerc. »« Vous revenez ?» La question portait un poids, une inquiétude à peine voilée. « Je cherche le vieux Mathurin, c'est urgent. » L'aubergiste échangea un regard avec les 2 paysans, un regard qui en disait long. Mathurin est mort il y a 6 semaines. Le cœur, il s'est éteint dans son sommeil. Armand sentit ses jambes fléchir. Il s'agrippa au comptoir. 6 semaines. Oui, et depuis, les choses ont changé au village. L'aubergiste baissa la voix. Les gens font des cauchemars, les mêmes cauchemars. Ils rêvent de racines qui poussent sous leur maison, de chants qui montent de la terre. Certains disent qu'ils entendent des voix d'enfants la nuit. Et il y a ces 2 messieurs. Il désigna du menton l'escalier qui menait aux chambres. Celui qui dit être un Delvaux et son compagnon, le scientifique. Ils sont arrivés hier. Ils parlent d'aller au manoir demain à l'aube. Personne au village n'ose leur dire de ne pas y aller. Parce que comment expliquer, comment raconter ce qui dort là-bas sans passer pour des fous superstitieux? Un des vieux paysans cracha dans le feu. Mon grand-père disait que le pacte tiendrait 100 ans. 87 ans sont passés. Peut-être que le temps est venu, peut-être que ça devait arriver. Tais-toi, Gaspard. L'autre paysan le fusilla du regard. Ne parle pas de ça. Armand se redressa. Je dois leur parler. Je dois les arrêter. Mais au moment où il se dirigeait vers l'escalier, la porte de l'auberge s'ouvrit violemment. Un homme entra en trébuchant, couvert de neige, le visage livide. Le manoir. Il cherchait son souffle. Il y a de la lumière au manoir. Le silence tomba sur la salle comme une pierre. Impossible, l'aubergiste était devenu blanc. Les 2 messieurs sont en haut. Ils n'y sont pas encore allés. Je vous dis que j'ai vu de la lumière. Aux fenêtres. Et j'ai entendu... L'homme s'interrompit, comme s'il n'osait pas finir sa phrase. Quoi? Armand le saisit par le bras. Qu'avez-vous entendu? Des chants, des voix d'enfants, qui montaient de la terre. Un fracas retentit à l'étage, des pas précipités dans l'escalier. Théodore Delvaux apparut, vêtu à la hâte, suivi d'un homme plus âgé, aux cheveux gris, sans doute le professeur Marchand. Nous l'avons entendu aussi. Théodore était exalté, les yeux brillants. Depuis notre chambre, c'est extraordinaire. Il faut y aller maintenant. Non. Armand lui barra la route. Vous ne comprenez pas ce que vous allez déclencher. Mais Marchand, le scientifique, le repoussa avec une force surprenante pour son âge. Vous êtes celui qui a rédigé le rapport, n'est-ce pas? Celui qui a menti pour garder le manoir fermé? Monsieur Delvaux m'a tout raconté. Votre superstition, votre peur irrationnelle. Mais la science n'a pas peur. La science cherche. Elle est claire. Et ce soir, nous allons découvrir ce qui se cache vraiment sous ce manoir. Pas vos fantômes, pas vos légendes. La réalité. Ils sortirent dans la nuit, Théodore portant une lanterne, Marchand une sacoche remplie d'instruments. Armand les suivit, impuissant. Derrière lui, toute l'auberge se vidait. Les paysans sortaient aussi, gardant leur distance, mais incapables de résister à l'attraction morbide. Une procession silencieuse dans la neige, marchant vers le manoir. La lune s'était levée pleine et froide, illuminant le paysage d'une clarté spectrale. Le chemin qui montait vers Pierrefonds
serpentait entre les champs blancs, et au bout, sur sa colline, le manoir se dressait. Les fenêtres étaient illuminées, pas par des bougies ou des lampes, par une lueur verdâtre qui pulsait doucement, comme un cœur qui bat, comme quelque chose qui respire, et le chant était plus fort maintenant, clair, cristallin, 3 voix d'enfants qui s'élevaient dans la nuit d'hiver. Nous sommes les racines profondes, nous sommes les gardiens du sommeil, nous ne pouvons plus tenir, le seuil s'ouvre, il se réveille. Théodore pressa le pas, presque en courant maintenant. Marchand le suivait, haletant. Armand voulut les rattraper, mais ses jambes refusèrent d'obéir. Une terreur primitive le clouait sur place. Ils atteignirent le portail. Théodore l'ouvrit d'un geste brusque. Le grincement métallique déchira la nuit comme un cri. Le chant cessa instantanément. Un silence absolu tomba. Même le vent s'était tu. La neige avait cessé de tomber. Le monde entier retenait son souffle. Théodore et Marchand remontèrent l'allée, montèrent les marches du perron. Théodore sortit la vieille clé, l'introduisit dans la serrure. « Non » murmura Armand. « Ne faites pas ça. » La porte s'ouvrit. La lueur verte illumina le seuil. Et avec elle, une odeur. Pas le moisi et la poussière, quelque chose de vivant, de croissant, de bourgeonnant. L'odeur de la forêt au printemps, multipliée par 1000, concentrée jusqu'à en devenir écœurante. Les 2 hommes entrèrent. La porte se referma derrière eux. Pendant un long moment, rien ne se passa. Les villageois restaient groupés près du portail, pétrifiés. Armand avançait lentement, incapable de s'arrêter malgré sa terreur. Puis, le manoir trembla. Pas un séisme, pas un effondrement, un tremblement organique, comme si le bâtiment lui-même respirait, se dilatait, vivait. Les pierres de la façade se fissurèrent, et de chaque fissure émergèrent des racines, énormes, pulsantes, se déployant dans la nuit comme des tentacules. Elles s'enfonçaient dans le sol, s'enroulaient autour des arbres, rampaient sur la neige en laissant des traces brûlées dans leur sillage. Un hurlement déchira la nuit. La voix de Marchand. Un cri de terreur pure qui s'interrompit brusquement, puis le silence. Un silence pire que tous les cris. La terre se mit à trembler. Pas seulement autour du manoir, partout. Sous les pieds des villageois, sous les maisons de Freslin, sous les champs et les forêts, quelque chose bougeait dessous, quelque chose d'immense. Armand tomba à genoux dans la neige. Il comprenait maintenant. Les gardiens avaient tenu 86 ans. 86 ans à chanter les berceuses anciennes, à maintenir le dormeur prisonnier de ses rêves. Mais la mort du vieux Mathurin avait affaibli le dernier lien avec les anciennes connaissances, et l'arrivée de Théodore et Marchand, leur volonté de percer le mystère, leur refus d'accepter l'interdiction, tout cela avait suffi. Le seuil s'était ouvert, le pacte était brisé, et maintenant, après des millénaires de sommeil, le dormeur se réveillait. Les racines continuaient de sortir du manoir, de plus en plus nombreuses, de plus en plus épaisses. Elles formaient un réseau dense qui s'étendait dans toutes les directions, et dans leur entrelac, Armand distinguait des formes, des silhouettes humaines, 3 petites, 2 grandes, les gardiens et leurs nouveaux compagnons. Louise, Édouard et Mathilde avaient enfin des remplaçants. La terre s'ouvrit devant le manoir, une faille béante d'où monta une lueur verdâtre aveuglante. Et de cette faille émergea quelque chose. Pas un arbre, pas un animal. Quelque chose qui était les deux et aucun des deux. Une masse de chair et de bois, de feuilles et de tendons, de racines et de veines. Un organisme titanesque qui s'extrayait lentement des profondeurs où il avait dormi depuis l'aube des temps. Des branches qui étaient des bras, des racines qui étaient des jambes, un tronc qui était un torse, et au sommet, quelque chose qui ressemblait à une tête mais n'en était pas une. Juste une masse informe d'où émergeaient des milliers d'yeux. Des yeux qui s'ouvraient partout sur sa surface. Des yeux humains, animaux, végétaux, tous différents. Tous fixant le monde qu'il avait quitté depuis si longtemps. Le dieu forêt, le premier-né, celui qui existait avant la séparation entre le végétal et l'animal, avant que la vie ne choisisse des chemins divergents. Il se dressa de toute sa hauteur, aussi haut que les plus grands arbres de la région. Sa silhouette découpait la lune. Ses racines s'enfonçaient profondément dans le sol, se connectant au réseau souterrain qui s'étendait sur des kilomètres, et il parla. Pas avec une bouche, pas avec une voix, avec la terre elle-même, avec les racines qui vibraient sous les pieds des villageois, avec le vent qui se remit soudain à souffler. Je suis éveillé. J'ai dormi pendant que vous coupiez mes frères, pendant que vous brûliez mes forêts.
pendant que vous sépariez la terre de ceux qui la comprennent. Maintenant, je reprends ce qui m'appartient. Les racines se multiplièrent. Elles jaillissaient du sol partout dans le village. Elles s'enroulaient autour des maisons, pénétraient par les portes et les fenêtres. Les villageois couraient en hurlant, mais où fuir? Les racines étaient partout. Armand, toujours à genoux, regardait l'apocalypse se déployer. Il avait essayé. Il avait vraiment essayé. Mais comment arrêter l'arrogance humaine? Comment lutter contre cette conviction que la connaissance justifiait tout risque? Une racine s'enroula doucement autour de sa cheville, pas brutalement, presque tendrement, comme une invitation. Il leva les yeux. Les trois silhouettes végétales, Louise, Édouard, Mathilde, s'étaient détachées du manoir. Elles s'approchèrent de lui, leur forme de racines ondulant dans la nuit. « Tu as essayé de garder le secret. » La voix était celle de Louise. Toujours douce, toujours celle d'une enfant. « Tu as compris. Tu as respecté le pacte, même si tu n'en faisais pas partie. Mais il est trop tard maintenant. Notre veille est terminée, le dormeur est éveillé, et il a faim. Faim de reprendre ce qui lui a été volé. Viens, rejoins-nous. Deviens un gardien, toi aussi. Pas pour garder le seuil fermé, mais pour aider à la renaissance, pour guider ceux qui viendront, pour leur enseigner ce que les hommes ont oublié. » La racine serrait maintenant sa jambe, pas douloureusement, mais fermement. Une autre s'enroulait autour de son autre jambe, une troisième autour de sa taille. Armand ne résista pas. À quoi bon? Le monde qu'il connaissait était fini. La Creuse serait engloutie avant l'aube, puis le Limousin, puis toute la France. Les racines s'étendraient de village en village, de ville en ville, et partout où elles passeraient, la frontière entre le végétal et l'animal s'effacerait. La vie redeviendrait ce qu'elle était avant la grande séparation. Les yeux d'Armand se fermèrent. Les racines l'enveloppaient complètement maintenant. Il sentait la terre l'appeler, l'inviter à rejoindre le réseau, à devenir un neurone de plus dans l'immense conscience végétale qui se déployait. Et étrangement, il n'avait plus peur. Il y avait une paix dans cette dissolution, une acceptation. Peut-être que les hommes avaient eu leur chance. Peut-être qu'il était temps pour quelque chose d'autre, quelque chose de plus ancien, quelque chose qui n'avait jamais vraiment disparu, juste dormi, en attendant de reprendre sa place. Quand l'aube se leva sur Fresline, le village avait disparu. À sa place, une forêt dense et luxuriante s'étendait, comme si elle avait toujours été là. Des arbres immenses aux troncs noueux, des lianes épaisses, et dans leurs entrelacs, des silhouettes. Des formes presque humaines, tissées de racines et de chair. Les nouveaux gardiens, les guides de la Renaissance. Et au centre, plus haut que tous les autres, le premier-né veillait, ces milliers d'yeux contemplant le monde qu'il allait reconquérir, racine par racine, village par village, jusqu'à ce que la terre redevienne ce qu'elle avait toujours dû être, vivante, consciente, une, fin.